Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. C'est encore une émission sans Picsou, il n'est pas encore rentré à la maison, il n'a pas le bon setup, il n'a pas envie de vous faire un truc à l'arrache. Dans cette émission, on va donc parler de Token 2049 Singapour, qu'on a pu faire du coup avec toute l'équipe de Coin Academy. On va faire le point un peu sur le marché, puisqu'on a un Ethereum qui s'approche de son ATH, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Bitcoin qui nous a fait un ATH, Solana qui est pas si loin de son ATH, Hyperliquid qui continue de jouer autour des 50 dollars. Alors je parlerai maintenant de manière naturelle d'Hyperliquid, c'est même pas une histoire de vous faire une propagande, c'est qu'en fait le produit il est tellement réussi et l'action du prix jusque-là est tellement bonne qu'en fait ça devient un actif vraiment à part entière. J'ose le dire, voilà. J'ose le dire, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé. Pour le moment, c'est un quasi sans faute. Bel airdrop, belle price action, bon produit. Tout le monde essaie de leur prendre des parts du gâteau. Donc, c'est la guerre. Donc, on va parler de cette guerre justement dans cette émission. On va parler du fait que Bybit, Binance notamment, sont en train d'essayer de jouer la carte à fond. Au cas Stardex, je vous avais dit dans des émissions précédentes qu'on bossera avec eux. Au final, on ne bosse pas avec eux. On a décommandé. Voilà, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qu'il en est. En gros, donc... Asterdex qui nous a fait une action de prix absolument exceptionnelle. Par contre, voilà, on a l'impression que les volumes sont un peu faux, si c'est pas un peu beaucoup faux. Il y a eu des accusations de wash trading à ce niveau-là, à un tel point que DeFi Llama a tout simplement délisté, Stardex. Alors attendez, j'essaie de retrouver le tweet à ce sujet, justement. Ceci. Alors ils n'ont pas fait une communication officielle, hein, mais simplement, voilà, ils ont enlevé Asterdex carrément des pertes de volume parce qu'ils trouvaient le volume complètement aberrant. Et toujours à ce sujet-là, il y a eu des accusations comme quoi il y avait du wash trading. J'essaie de retrouver le tweet à ce sujet, que je l'avais noté ou pas. J'ai oublié de le noter. Bref, un tweet qui montrait par A plus B que les volumes ressemblaient très étrangement à ceux de Binance. Et d'ailleurs, Picsou a fait un tweet à ce sujet tout à l'heure. En fait, depuis les accusations de wash trading, les volumes se sont bien calmés, pour dire les choses gentiment. Voilà, on a eu une explosion des volumes forcément avec le prix. Et puis depuis les accusations, les volumes ont totalement chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le doute est semé. Voilà. Donc ensuite, toujours par rapport à Stardex, on sait que 53,5% du supply va être distribué sous forme d'airdrop. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont dépêchés de farmer. Et en fait, quand on rentre un petit peu plus dans le détail, sur ces 53,5%, seulement 8,8% va sortir ici très prochainement. Et pour les 40 et quelques pourcents supplémentaires, en fait, ça va être débloqué au fil du temps dans les 7 prochaines années. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, entre les volumes qui sont bizarres, le supply qui est beaucoup moindre que ce à quoi s'attendaient les gens, il est très possible qu'il y ait pas mal de gens en fait qui s'y retrouvent pas niveau airdrop, sauf les professionnels du farming. J'ai vu des tweets à ce sujet-là. En fait, apparemment, pour ceux qui claiment l'airdrop, ils auront la possibilité soit de se faire rembourser leurs frais, soit de claim des jetons. Et pour beaucoup, en fait, c'est pas tellement rentable. Donc voilà, ça a été assez décevant sur la partie airdrop. Par contre, il faut dire ce qui est, à un niveau prix, il y en a qui se sont gavés. Et moi, je suis complètement passé à côté parce que j'ai pas fait un calcul très simple qui était tout simplement nombre de jetons fois prix égale combien de FDV. Parce que là, je pouvais avoir une belle entrée et j'ai fait ma poussie. En fait, j'étais tellement focus sur Plasma que j'ai fait ma poussie. Et sur Plasma, j'ai aussi fait ma poussie. Parce que, en fait, au listing, le truc a explosé. J'avais pas envie de rentrer un centime de dollar, tout simplement. Et pour vous parler de Plasma, je suis un petit peu mitigé maintenant qu'on en est là. En fait, pourquoi je suis mitigé? Parce que d'un côté, c'est un bêta play Tether qui est très intéressant. Ils ont fait plein de partenariats stratégiques. Ils lancent Plasma One qui est une néobanque de stablecoin, donc c'est un produit qui est hyper intéressant. Mais comme souvent en crypto, on peut avoir un produit qui est très bon, mais un token qui ne sert pas à grand chose. Et en fait, Plasma est un token de gaz, certes, mais quasiment personne s'en sert en guise de token de gaz. Et mis à part ça, voilà, token pour faire du staking et choper des rendements, ou alors token pour servir à la validation de blocs, les gens s'en tapent en fait. Donc voilà, le problème, c'est toujours pareil, c'est que quand un projet crypto a tout l'effet au vert, c'est-à-dire il fait des revenus, le token il est utile, il y a un effet de réseau, etc., je suis tenté de rentrer. C'est pour ça que je deviens un vrai boomer et que j'ai tendance à plutôt kiffer du BTC, Ethereum, Solana, Hyperliquid parce que toutes les cases sont au vert. Par contre, quand le token ne sert pas à grand chose, je suis mitigé. Et là, en l'occurrence, Plasma, le token, à mes yeux, en l'état, ne sert pas à grand chose. Et on me dit dans le chat PumpFun Master Race, et PumpFun, en fait, c'est pareil. Le token sert littéralement à rien en l'état. Par contre, il y a des revenus et il y a des buybacks. Donc si jamais je ne vais pas vous refaire une explication pour PumpFun, on a fait une vidéo sur la chaîne de Coin Academy qui a extrêmement bien marché. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit 5000 vues en 9 jours. Voilà, je vous invite vraiment à regarder cette analyse.
Donc c'est un nouveau format, je te réponds juste après Dallas. C'est un nouveau format que je fais, donc j'essaie de bien décomposer la vidéo, de bien la monter. Voilà, c'est fait maison avec ma tête à droite, des explications à gauche. Et en fait, sur PumpFun, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste le casino des meme coins. Ils font toujours un max de revenus. Et surtout, eh ben, ces revenus servent toujours à buyback du token. Donc on a toujours 100% des revenus qui, tous les jours, servent à buyback du token. Donc avec une pression acheteuse constante. Donc c'est ce qui permet d'avoir un jeton qui font pas trop fort. Ouais, le prix est bien en USD. Par contre, qu'est-ce qui pour moi ferait que PumpFun continuerait de monter ou pas? Bah, c'est ce qu'ils vont annoncer au 4e trimestre 2025. Je pense que PumpFun va sortir un perpdex et je pense qu'ils vont faire toute une mécanique pour pousser les gens à utiliser le perpdex pour essayer de toucher de l'airdrop, pour essayer de toucher d'autres trucs, etc. Et c'est ça qui pourrait faire que ça monte. Donc j'ai pas acheté le dip, mais je regrette un petit peu. Et s'il y a un nouveau dip qui se représente sur Pump, je pense que je vais rentrer. Pour le coup, parce que c'est un peu comme Hyperliquid, en sachant que le play PumpFun est moins consensuel qu'Hyperliquid et qu'en général, quand c'est pas consensuel, il y a de l'upside, comme on l'a vu sur Hyperliquid, où en fait, tu avais soit pro Hyperliquid, soit des gens sideline, dont j'ai fait partie, qui disaient voilà, c'est pas décentralisé, c'est pas ci, c'est pas ça. Et une fois que c'est devenu consensuel, bah, vous voyez, le prix il a commencé à monter beaucoup moins fort, beaucoup moins vite pour Hyperliquid. Et PumpFun, c'est pareil. Tu vois, c'était pas consensuel, ça a même été FUD à gogo, et au final, bah, il est parti. Tranquillement. Et pour répondre sur la partie XPL, tout le monde a parlé de Plasma parce qu'en fait, ils ont fait un bet de lancement, tout simplement. En gros, ils ont lancé le token, ça a directement pris, ils ont fait des partenariats dans tous les sens, ils ont offert du yield dans tous les sens. Il y a même eu une folie au niveau des meme coins. J'ai essayé de jouer les meme coins un petit peu, il y avait des trucs à faire, mais ça s'est dégonflé très rapidement. Et après, ça a été la chute libre. Donc on est parti dans les théories du complot. Est-ce que c'est Wintermute, etc. Alors, au niveau des théories du complot, en gros, quand tu t'intéresses à la tokenomics de Plasma, alors attendez, je vais vous prendre, on va aller sur la chaîne de Coin Academy tout simplement. Pareil, un Plasma, je vous avais présenté ça avant que ça sorte. C'est une vidéo qui vous a bien plu. Là aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy si ce n'est pas encore fait. Je vous envoie la vidéo aussi. Elle est toujours d'actualité, même si le projet est déjà sorti. Dedans, vous avez un article d'analyse que j'ai rédigé. Et sur la partie tokenomics, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, tout simplement, on apprend que au début, on a du supply pour ceux qui ont investi en public sale. On a du supply pour Ecosystem and Growth, c'est-à-dire tout ce qui est minage de liquidité. Il y a même eu un airdrop bonus pour ceux qui avaient investi et tout. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est investisseurs et team, ça ne sera pas débloqué avant 1 an. Donc l'équipe de Plasma s'est défendue en disant que si le prix chute, ça peut pas être l'équipe parce que l'équipe n'a pas débloqué ses jetons. Donc la théorie du complot, ce serait qu'il y a une partie du supply allouée justement à Ecosystem and Growth, donc qui a été donnée à des market makers, qui servirait à en mettre dans les poches de l'équipe en fait. J'en doute un petit peu. Honnêtement, perso, je pense pas que l'équipe se soit gavée. Après, peut-être que l'équipe a acheté early et que sur leur fonds perso, ils ont vendu, mais de là à créer une pression vendeuse comme ça, non, je pense pas. C'est juste, je pense simplement que des fois, le marché, juste, il s'excite sur le prix et qu'après, ça redescend aussitôt. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont rentrés à 500 millions de FDV. On est monté à 17 milliards de FDV, les gars. Non, faut pas que je regarde market cap. 17 milliards de FDV. Donc il y a des gens qui sont montés quasiment en fois 34. Dans le live présentation Plasma, tu avais dit que tu mettrais un billet sur Plasma. Ouais, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. En fait, je l'ai pas fait suffisamment tôt. Et quand j'ai vu le prix partir, j'ai dit je vais pas rentrer en mode vertical et je me suis gratté le cul en fait tout simplement. Ouais, je sais pas. Et en fait, je me rends compte que tu vois sur plein de trucs comme ça, au lieu de vouloir absolument attendre le listing et en fait être souvent trop tard parce que j'attends les marchés spot, etc., vaut mieux que j'aille sur Hyperliquid, que je fasse mes devoirs. Il faut que en fait, le problème, il est là. C'est que le marché, il évolue vachement. Et comme le marché évolue vachement, moi, j'ai trop fait l'ancien à vouloir trader en spot, etc., alors qu'aujourd'hui, tout se fait sur les dérivés, en fait. Tout se fait en dérivés, en marché OTC, sous forme d'ICO, sous forme de presale, etc. Donc, voilà, je préfère me concentrer sur ce qui sera proposé sur les marchés dérivés tout simplement. Et tu vois, pareil, Double Zero, j'étais très tenté, très tenté parce que très plugué à l'écosystème Solana et tout. On en avait parlé de Double Zero, je pense vous faire une vidéo dédiée. On va charger ça en vitesse. Voilà, Double Zero, pour faire très court, je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais en gros, c'est une marketplace de fibre optique pour le secteur très privé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fibres optiques qui sont sous-exploitées ou pas exploitées du tout à travers le monde. Et donc le but, c'est d'avoir un réseau Web3 de fibre optique et d'offrir une fibre optique dédiée
à des validateurs de blocs, à des protocoles crypto, etc. Le but étant en fait d'optimiser encore le routage des paquets, des données, pour réduire les latences, améliorer la stabilité, lutter contre le DDoS, etc. Donc ça c'est pareil, c'est un projet, techniquement parlant, c'est un énorme banger. Très stylé. Par contre, le token, alors j'ai pas mis à jour la partie tokenomics, mais pour ce qui est du token, il n'y a pas eu d'airdrop. Il y a des gens qui sont rentrés à 500 millions de FDV en ICO, mais l'utilité du token, surtout pour le retail, je vois pas en fait. Moi, j'arrive pas à rentrer dans un projet comme ça. Pour moi, c'est juste pas possible en fait de rentrer dans un projet comme ça. Je préfère être sideline, je préfère être totalement sideline et simplement me concentrer sur des bets un petit peu plus intéressants que donner mon argent à des projets qui vont me pisser à la gueule. Et de toute façon, qu'on se le dise, hein, en ce moment, il y a des petites exceptions. Il y a des petits trucs qui pètent, tu vois, notamment MetaDAO. Là, on va vous faire un article d'analyse sur le sujet. MetaDAO qui lance une plateforme ICO, justement. Je l'ai noté quelque part. MetaDAO, si vous trouvez ça, je cherche un lien. Je l'ai envoyé sur WhatsApp, donc je vais le retrouver 2 secondes. Voilà, qui a lancé une petite plateforme d'investissement. Ça a l'air de bien fonctionner pour eux. Et du coup, dans la foulée, vous voyez que le prix a extrêmement bien performé. Hein. Qu'on se le dise, c'est d'une violence. En l'espace de 30 jours, on est en x4. Voilà. Pareil, sur le narratif robotique, on a le bon vieux pic qui est sorti de l'ombre, clairement. Et qui pump là, depuis un mois comme un ouf, mais vraiment comme un ouf, alors que le truc faisait que fondre. Donc il y a des trucs qui sortent de la tête de l'eau. De manière globale, les seuls trucs qui marchent, c'est les perpdex en fait. Il n'y a que ça qui marche. En fait, les gens sont concentrés sur les pompes Afrique. Il n'y a plus une petite pump aujourd'hui. Il se reprend un petit peu. Les gens sont concentrés sur les pompes Afrique. On a Zcash aussi, incompréhensible. Zcash, ça fait depuis la nuit des temps qu'ils nous annoncent plein de trucs. Là, apparemment, ils vont changer de consensus. Ils vont avoir un consensus hybride. Ils servent aussi on va dire, de protocole pour permettre à d'autres blockchains de privatiser les transactions en partenariat avec NIR Protocol. Mais voilà. La cabale fait se poser Zcash. On a Stark qui, depuis son bottom, se reprend un petit peu aussi. Ah, j'avais pas vu, plus 26%. Hop, mais c'est pareil, regardez. Si tu te mets sur un mois, le pump est gigantesque. Si tu te mets sur un mois, effectivement, le pump est gigantesque. Mais si tu te mets sur un an, pas de quoi s'enthousiasmer. Alors j'espère que ça va continuer, hein, clairement. Mais c'est juste que catcher un bottom alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'on se fait vomir dessus, c'est dur en fait, c'est dur. Donc vous l'avez vu, le titre. Le titre, c'est prise de profit. Sur Twitter, je vous ai mis un tweet qui est est-ce qu'on est en October ou en piège baissier? Moi, je vais vous dire comme je le vois. J'ai des coins qui pètent. Voilà, j'ai PIC qui pète. J'ai Ether qui monte bien. Sol qui monte. Qui se reprend un petit peu surtout. Je prends progressivement des profits. Là où je suis vesté, je prends des profits. C'est-à-dire que je peux vendre, je vends. Et vous allez me dire, ouais, mais si ça se trouve, c'est le début de la montée. Très probablement, en fait. Mais moi, je décaisse, je sécurise. Pourquoi? Parce que ça fait 4-5 ans, je suis en quasi all-in tout le temps. C'est-à-dire que dès que je me sors un billet, je le remets. Je me sors un billet, je le remets. Je suis tout le temps en alt, en fait. Et donc, j'ai mon fric qui fait le yo-yo tout le temps. Et là, je vois de l'euphorie, des ATH, etc. Et en fait, j'aurais fait le bon père de famille à pas faire des all-in et juste j'aurais gardé mon fric pour aller gentiment sur BTC, Ethereum, Solana. J'aurais beaucoup plus de fric. Et à aller dans des pré-sales, des machins, des trucs, en fait, je me suis retrouvé dans des positions bloquantes où quand Sol était hyper bas, j'ai pas pu rentrer autant que je le souhaitais. Quand Ether était en dessous des $2000, j'ai pas pu rentrer autant que je le souhaitais. Le problème de ces altcoins, c'est que c'est trop le casino en fait. Ça m'empêche pas de regarder, tous les alts tout le temps, mais je préfère avoir un gros paquet de liquidités et quand je vois un truc très stylé, que j'ai bien analysé, je bet big sur du court terme et je sors, mais rester constamment exposé au marché, j'ai de moins en moins la force de le faire. Voilà. J'ai de moins en moins la force parce que tu t'en remets trop au hasard. Et moi, ça me casse les couilles de m'en remettre au hasard tout le temps, en fait. C'est terrible. Alors après, un autre truc que j'ai pas fait, c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont farmé les airdrops. Il y a très peu d'airdrops qui ont très bien payé, mais tout ce qui est perpdex et tout, surtout hyper liquide, ça a extrêmement bien payé. Donc là, il y a des gens qui sont en train de farmer les airdrops pour les perpdex. Ça va plus ou moins payer. Je pense à EdgeX, Extended, Paradex, etc. Mais on aura d'autres trucs qui seront dans le même délire en fait, où il y aura de quoi farmer. Donc il faut essayer de se concentrer sur ça. Pareil, Plasma, les gens qui ont farmé Plasma, ils se sont gavés. Donc essayez d'identifier. Et Lighter, j'ai oublié de parler de Lighter, il y a Base, il y a Ulit, etc. Comme je suis
très peu liquide. Je regarde un bout pour vivre, si j'ai besoin de me sortir un billet, s'il m'arrive un accident, si j'ai un besoin d'un achat, etc. Mais il faut que j'ai plus de stablecoin à ma disposition. Personnellement, c'est ça que je retiens pour moi. Parce que y a trop de pièges. Et les pièges, pour vous les donner, tu as le staking. Il y a beaucoup de gens qui voient justement du rendement en staking, qui lisent pas et qui se rendent compte qu'ils sont bloqués pendant par exemple 28 jours et le temps d'unstaker, etc. Potentiellement, le prix peut totalement s'effondrer sur un actif. Donc déjà, le staking, faites gaffe. Mes stables, je les fais pas bosser. Je les fais quasiment pas bosser. Un petit peu sur Liminal, mais c'est tout. Pareil, trop peur pour essayer de gratter 5% ou 10% à l'année, d'y laisser tous mes stabs, donc je préfère me gratter le cul. Sauf si, pareil, si faire travailler mes stabs, ça me permet d'être aussi exposé à un airdrop, etc., là, je prends le risque. Mais pour gratter nativement 10%, je suis un peu tatillon, tu vois. Mais après, je suis PTSD de Terra Luna. Hein. Voilà, mais du coup, dans le temps, tu bouffes ton capital. Comment ça? Ton capital pour vivre. Après, moi, je fais des revenus, hein, en perso. C'est juste que, voilà, moi je fais des revenus en perso, donc quand j'ai besoin de vivre, je travaille et je fais de l'argent. Mais bullish sur les gros TGE comme Mega ETH. Alors Mega ETH, je pense que la chaîne va sortir, mais est-ce que le jeton Mega ETH va sortir cette année? Ça c'est moins sûr. Par contre, il y a effectivement le Fogo qui va sortir. Et Fogo, ça risque d'être intéressant puisqu'il y a des gens qui sont rentrés à l'ICO avec 200 M de FDB. Pour regarder. On en avait parlé plusieurs fois de Fogo. Hein. Fogo, c'est un peu un hyper liquide mélangé à Solana. En gros, tiens d'ailleurs, il parle plus de block time de 20 millisecondes, il parle de 40 millisecondes maintenant. Tiens, bizarre. La vitesse de la lumière a doublé en l'espace de quelques mois. Bon bref. En gros, ils sont basés sur le client Solana Fire Dancer. Et le but, c'est d'avoir un layer 1 type hyper liquide, mais sur une infra Solana pour être encore plus rapide sur le papier que hyper liquide. Monad, ça risque de sortir ce mois-ci. Mois-ci ou peut-être début mois prochain, mais je pense Monad, c'est assez éminent. Donc là, vous voyez, hein, tout le monde se dépêche dans les perpdex de sortir les jetons. Du côté des gros TGE attendus, pareil, tout le monde va essayer de sortir son jeton. Donc, en gros, moi, je me dis que octobre et potentiellement novembre, ça peut encore monter. Ça peut même être très euphorique parce que comme il y a beaucoup de gens qui ont fait des sous sur Hyperliquid, sur Asterdex, sur Apex, etc. En fait, tous ceux qui ont fait des sous vont vouloir faire encore plus de sous. Ceux qui n'ont pas fait des sous et qui sont sideline se disent putain, tout le monde fait des sous et moi j'en fais pas, donc les gens prennent des risques. Donc c'est là où le jeu des chaises musicales commence à s'accélérer en fait. Et c'est là où je me dis, peut-être à tort, hein, mais je me dis que plus on va rester longtemps, plus ça peut monter, oui, mais à un moment donné, on va se prendre une descente agressive d'un coup. Il ne faudra pas faire les surprises. Donc c'est pour ça que je commence à décaisser ce que je peux décaisser de mes jetons vestés, de mes pics, etc. Je décaisse comme je peux en fait. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je décaisse autant que je peux. Comme ça, si ça continue de monter, je fais quand même du fric. Je suis pas en mode « Oh non, j'aurais pu faire 2 fois, 3 fois plus. » Non, je m'en bats les couilles. Si ça descend, ça me bousille pas la santé de me dire « Putain, j'aurais dû sortir alors que je savais. » Voyez. En fait, je fais le chemin inverse de mes cycles précédents. Sur les cycles précédents, j'étais en mode all-in, je prenais tout le temps des risques. Donc oui, je faisais des gros gains, mais je faisais des grosses pertes. Là, ça fait 1 an, 2 ans. Je prends très peu de pertes et je remonte la pente tranquillement. Et psychologiquement, par contre, c'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup plus facile à appréhender. Donc après, il y a le côté psychologique. Moi, j'ai 31 ans, les gars, donc j'ai plus le mental que j'avais il y a quelques années à faire tout et n'importe quoi sur les marchés. J'ai pas parlé du BNB, mais effectivement, BNB exceptionnel. Voilà, c'est la BNB 6 ans, hein, mais de toute façon, ça vient du fait qu'il y a Asterdex qui a créé beaucoup d'appétit pour l'écosystème BNB. Et aussi, il y a eu pas mal de meme coins qui sont sortis récemment, le For, le Binancean, enfin plein de meme coins à la con qui sont tradés soit sur PancakeSwap, soit sur For Meme, qui est l'équivalent de Pump Fun, mais proposé par l'écosystème BNB. Alors faites gaffe, hein, les liens sponsorisés, ne cliquez jamais là-dessus. Jamais les liens sponsorisés, vous avez une petite probabilité de vous retrouver sur des plateformes pirates. Plein de meme coins à la con, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça fait un peu cheap, mais voilà, Binance font comme ils peuvent pour ramener du peuple chez eux, et ça marche, En tout cas, le prix du BNB s'en sort bien. Et toujours dans cette logique-là, on a le jeton Apex aussi qui a explosé. Donc Apex, souvenez-vous, c'est un des DEX de Bybit. On avait le prix qui s'était littéralement effondré. Hein. C'était anciennement le jeton BitDAO, donc ça n'avait pas pris. Mais là, en fait, ils ont annoncé un partenariat beaucoup plus agressif. En gros, c'est beaucoup plus imbriqué à l'écosystème Bybit, d'une part. D'autre part, ça va être beaucoup plus imbriqué au layer 2 Mantle. Et du coup, ça a bien pris. Et en plus de ça, ils ont annoncé un système de buyback. Voilà.
En gros, tu as 50% des revenus du DEX qui vont servir à buyback. Ça peut monter jusqu'à 90% des revenus. Donc voilà, ils copient ce qui se passe bien avec Hyperliquid, mais ils vont essayer de le faire ça sauce Bybit. Donc potentiellement, ça peut prendre, parce que Bybit est quand même un gros sexe. Un gros sexe. Une manipulation du BNB. Ouais, après, c'est si cyclique, tu connais. Hein. Nouvelle ATH du BTC pendant le live. Bah ouais, hein. Nouvelle ATH du BTC depuis 19 minutes. On va parler un petit peu des actualités et on refera le point sur tout ce que j'ai noté au niveau des fondas et tout, parce qu'il y a plein de trucs. Alors déjà, les actus de la semaine où on n'était pas là. Je vais faire rapidos. Bien entendu, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser cette émission. Vous avez le lien pour vous créer un compte sur la plateforme dans la description pour ceux qui écouteront sur YouTube. Pour ceux qui m'écoutent sur Twitch, je vous laisse le lien. Voilà, le fondateur de Curve qui a levé 200 millions pour son projet Yield Basis. Donc, j'ai pas trop... je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop compris le projet. Déjà que Curve, j'ai pas trop compris. Donc, je vais pas faire semblant d'eux. J'aurais pu bien vous l'expliquer la semaine d'avant, mais là, je vais juste zapper pour éviter de faire de la merde. Voilà, ensuite, on a Vanguard, un des plus gros boîtes gestionnaires d'actifs, j'allais dire fonds d'investissement, mais c'est plutôt un gestionnaire d'actifs comme BlackRock, qui va commencer à proposer des ETF de ses concurrents pour s'exposer tranquillement à Bitcoin et à Ether par le biais des ETF. Donc là, pareil, plus d'argent institutionnel qui vont s'exposer aux crypto-monnaies, plutôt cool. Plasma lance Plasma One, donc c'est ce que je vous disais plus tôt. On l'a vu beaucoup lors de Token 2049, donc la conférence où on était. Il y a un appétit violent pour les stablecoins et pour ce qu'on appelle les néobanques de stablecoins. Donc, sur ce sujet-là, je fais une petite parenthèse. Il y a une vidéo qui est sortie cette semaine de la part d'Éric Larchevêque qui s'appelle Stablecoin, le nouveau secret pour financer l'Amérique. Donc Éric Larchevêque qui est un des fondateurs de Ledger. Hein. En gros, pendant une vingtaine de minutes, il va nous expliquer le boom des stablecoins et comment en fait les États-Unis d'Amérique se servent des stablecoins pour continuer de vendre de la dette américaine pour renforcer la position du dollar américain. Donc en fait, les stablecoins, enfin les néobanques de stablecoins, comme c'est le cas avec Plasma, c'est quoi ? Eh bien, une banque, vous connaissez. Une néobanque, c'est un nouveau style de banque. C'est tout ce qui est banque en ligne type N26, Revolut, Dblock, etc. Plasma rentre donc sur ce créneau-là. L'idée, c'est de vous dire, bah, au lieu d'avoir vos euros ou vos dollars qui ne travaillent pas et qui subissent en fait l'inflation, eh bien, utilisez simplement vos stablecoins pour profiter du rendement, qui sont proposés en DeFi ou qui est simplement proposé par des bons du Trésor américain. Donc en fait, tout le monde va proposer ça. Tout le monde va proposer. Parce que tu as plein de gens qui veulent investir leur argent, qui veulent toucher un rendement, qui veulent limiter les risques, qui sont prêts à déposer des fonds pour toucher un rendement annuel de 4, 5, 6%. Et du coup, tu as énormément de projets qui vont se placer sur ce narratif-là, dont Plasma. C'est le cas aussi avec Dblock, c'est le cas aussi avec Bitpanda, qui vous le propose au travers de Morpho sur son application Bitpanda Wallet, le Bitpanda Web3 Wallet, que vous pouvez télécharger sur Google Play et App Store. Et en fait, c'est très simple. Hein. Vous déposez des euros qui vont convertir en stablecoin, ou vous déposez directement des stablecoins et vous touchez un rendement. Voilà. Et souvent, en plus de ça, voilà, vous n'êtes pas bloqué, donc vous touchez un rendement quotidien. Voilà. Donc les gens sont très contents. Et les États-Unis aussi, parce que les gens rachètent leur dette en fait. Tout le monde s'expose à la dette américaine. Donc ils sont hyper refaits. Ensuite Binance, donc Sizi qui nous dit que Easy Labs, anciennement Binance Labs, donc qui est une boîte qui a investi dans des projets crypto, veut ouvrir son fonds aux investisseurs. Donc je ne sais pas sous quelles conditions ça va se faire, mais ils veulent se décentraliser. Pareil, Tether va lever des fonds, donc on parle d'une levée de 20 milliards de dollars pour une valorisation de 500 milliards de dollars. Tether est en train de devenir aussi puissant qu'une des plus grosses banques du monde. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est les rois du stablecoin. Hein. Si vous tapez Tether Transparency, bah, Tether c'est en train de tout niquer. Et en fait c'est la suite logique des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, les gouvernements ont essayé de tuer l'argent liquide ou de s'emparer de la monnaie. Et ils y sont plus ou moins arrivés. Hein. Il y a de moins en moins d'usage d'argent liquide au profit de la monnaie électronique, donc de la monnaie dans vos banques, PayPal, etc. Et ils ont voulu pousser le coup de grâce avec ce qu'ils appellent les monnaies numériques de banque centrale. Donc les monnaies numériques de banque centrale, ça n'arrivera probablement jamais. Peut-être que ça arrivera en Europe, et je ne pense pas que ce sera un franc succès. L'idée d'une monnaie numérique de banque centrale, c'est d'avoir une monnaie numérique qui est émise par une banque centrale, donc qui voit tout et qui partage tout avec les gouvernements. Donc en termes d'espionnage, c'est le endgame. Les banques commerciales, on a beau dire, elles ne vont pas automatiquement poucave ce qui se passe chez elles au gouvernement. Par exemple, en France, quand vous prenez un contrôle fiscal, bon, bah, y a poucave, mais en général, voilà, vous n'avez pas un trigger dès le premier euro pour remonter toutes les informations au gouvernement. Donc en fait, le stablecoin, ça va être un petit peu entre l'existant, donc les banques commerciales, et les monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire qu'on va gagner en traçabilité.
Donc ça va être plus facile de se protéger des piratages, des escroqueries, le blanchiment d'argent, etc. Mais ce ne sera pas aussi main blanche que monnaie numérique de banque centrale. Donc c'est un bon compromis. Et attendez-vous à voir de plus en plus de stablecoins, éco-stablecoins, émis par de plus en plus d'acteurs. Déjà, c'est super parce que ça stimule l'économie, je trouve. Et en plus de ça, bah, ça fait que potentiellement, il y a de plus en plus de nouveaux marchés qui vont rentrer dans les cryptos. Parce qu'aujourd'hui, les cryptos, c'est quand même vachement les Asiatiques, les Européens, les Américains. Et là, les Africains vont pouvoir rentrer dans la partie, les Indiens aussi. Plein de pays qui sont débancarisés ou qui subissent des censures. Moi, par exemple, vous voyez, je suis à Dubaï. Et franchement, envoyer des fonds de l'Europe au Moyen-Orient ou des Moyen-Orient à l'Europe, des fois, c'est très très chiant. Et en plus, c'est très long. Quand tu fais des virements internationaux, c'est hyper long, c'est hyper cher. Donc du coup, bah, les stablecoins, ça va pouvoir fluidifier tout ça, hein, tout simplement. Les stablecoins sur de l'euro, c'est caca encore. Ouais, alors, très bonne réflexion. Effectivement, le marché des stablecoins dollars est de l'ordre de 308 milliards de dollars. CoinGecko, Euro, stablecoin. Je pense qu'on est à 0,4% de cette somme pour les stablecoins euros. Ouais, on n'a même pas 1 milliard. On est à 550 millions. On fait pitié en fait. On fait trop pitié. Avec le URC en première ligne, qui est donc l'euro de Circle, hein, si je dis pas de bêtises, ouais voilà. Stasis Euro qui est là depuis la nuit des temps, j'ai jamais vu qui que ce soit l'utiliser. Ensuite ERCV, il me semble que c'est la Société Générale qui l'émet, voilà, c'est Société Générale Forge qui l'émet. Mais on est sur une capitalisation de 50 millions, donc peanuts en fait. Personne l'utilise à part Bitstamp et Bullish, la plateforme de Block One. Pour la petite histoire, Bullish en fait c'est la plateforme de Block One et Block One c'est la boîte qui a créé EOS, souvenez-vous, l'Ethereum Killer EOS, qui avait levé 4 milliards de dollars sous forme d'ICO. Ils ont été malins, ils ont levé 4 milliards, ils n'ont rien fait avec EOS, ils ont lancé un exchange, et l'exchange en fait fait pas mal de fric parce qu'ils fournissent des liquidités à beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Voilà, ensuite Monerium Euro, pareil, toute petite capitalisation, hein, donc voilà, les stablecoins euros, c'est caca boudin, mais je pense que ça va changer. Et il y a une news à ce sujet-là dont je vais vous parler d'ici quelques minutes. Voilà, donc la CFTC américaine ouvre la voie aux stablecoins comme collatéral sur les marchés dérivés. Donc voilà, pour le moment, ce qu'il y a d'intéressant avec les stablecoins, c'est que c'est beaucoup moins régulé que la monnaie électronique. Donc ça permet de faire du rendement, ça permet de faire des paiements transfrontaliers moins chers, etc. Donc ça va être une zone grise pendant un certain temps. Ça vient quand même permettre d'investir sur les marchés. Donc progressivement, je pense que la réglementation va arriver. Donc profitez-en pendant qu'on a la paix. Voilà, on va avoir un stablecoin euro sous Mika qui va arriver. Donc ça c'est logique, hein, avec ING, Unicredit, KBC. Donc ça c'était pour les actualités. Pas de cette semaine, mais de la semaine précédente. Et on va parler maintenant des actualités de cette semaine. Ça peut être intéressant de stack de l'EURC sur AAV et revenir en stable USD plus tard. Bah tu sais, si c'est juste pour faire du rendement, t'es même pas obligé de revenir à l'USD plus tard, hein. Le ERC, ça fait le taf aussi. Surtout que l'euro est fort par rapport au dollar en ce moment. Alors je sais pas si ça va continuer, c'est pas. Mais l'euro est très fort par rapport au dollar en ce moment. Ensuite, donc pour les actualités de cette semaine. Voilà, bon, Zcash, comme je vous l'ai dit plus tôt, qui a explosé. Voilà, donc pour moi, c'est court terme. Alors je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, mais Zcash, on n'en a pas entendu parler pendant 8 ans, ça pète maintenant, il y a des gens qui sont sideline qui se ruent dessus, mais je vois personne l'utiliser vraiment. En gros, ils nous disent, voilà, Bitcoin permet de se protéger des fiat et Zcash permet de se protéger de Bitcoin. En gros, c'est un Bitcoin, la privacy en plus. Tranquillement, les gars. Un altcoin comme un autre. Hein. Mais Zcash, c'est pas Horizon. Non, Horizon, c'est un fork de Zcash. Mais Zcash, c'est l'OG. Zcash, c'est la première crypto-monnaie qui intègre la technologie ZK, justement. En gros, c'est une crypto-monnaie qui permet de faire deux types de transactions. Soit des transactions transparentes et traçables, comme c'est le cas sur Bitcoin, soit des transactions qu'on appelle shieldées, c'est-à-dire des transactions qui sont totalement intraçables, puisqu'on supprime l'historique de ces transactions. C'est pas comme Monero où on brouille les pistes de ces transactions. Dans le cas de Zcash, on éradique totalement l'historique des transactions. Donc c'est différent. Mais le Darknet a tendance à préférer Monero, puisque justement sur Monero, tu sais que 100% des transactions sont privées, alors que Zcash, seulement une partie des transactions sont privées. Donc méfiance par rapport à Zcash, même si c'est très cool hein, ce qu'ils ont fait avec cette histoire de transfert cross-chain en conservant la confidentialité. Bon, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui font ça, c'est juste que la cabale en ce moment se branle sur Zcash, mais je suis pas sûr que ça va durer. Et si je me trompe, et bah tant pis pour moi. Voilà, ensuite Stripe qui dévoile un outil pour lancer des stablecoins. Donc il y a pareil plein de néobanques de stablecoins qui vont utiliser justement l'outil de Stripe pour émettre leur propre stablecoin avec leur propre rendement ou leur propre économie. Voilà, donc ça va se multiplier comme les fruits dans un arbre. Et justement,
on a Phantom qui va lancer son propre stablecoin dans cette logique-là. Voilà, donc le wallet qui va servir aussi de néobanque petit à petit. Hein. Donc c'est intéressant, Phantom qui se trouve un business model d'abord avec les pertes d'Hyperliquid, et maintenant avec ça se transforme tranquillement sous forme de néobanque, mais non custodiale. Et pour la partie carte bancaire, je ne sais pas trop comment ça va se passer. L'Union européenne envisage d'encadrer les stablecoins adossés à des devises étrangères. Alors moi, c'était ça dont j'avais envie de vous parler. Alors pour le moment, il n'y a rien qui est fait. D'accord? C'est juste un effet d'annonce. Attendez, je vais juste changer de musique parce que ça devient très très cringe là. Excusez-moi. Je sais même pas si vous l'entendez la musique, mais moi je l'entends. Donc en gros, l'annonce c'est pour dire que tous les stablecoins non euros, donc les stablecoins dollars principalement, mais il va aussi y avoir stablecoins adossés au dirham au Moyen-Orient. On va avoir des stablecoins adossés sur l'Yuan, en Chine, etc. En gros, ils veulent les réguler. Alors déjà, ce qu'on peut constater pour les exchanges européens, enfin des exchanges qu'on peut constater pour les exchanges européens, c'est que il commence à y avoir une division entre l'activité européenne et l'activité pour les autres pays. Pour l'exemple de Bybit, vous voyez, il y a Bybit.com, il y a un peu le Bybit Monde, et il y a Bybit EU. Alors petite subtilité, voilà. Quand on va sur Bybit EU, vous pouvez voir dans les marchés, dans Trade, qu'on a USDC. Donc là, c'est bien dit USDC et euro. Ah non, bah tiens, là, ah bah ça a changé. Ah bah, oubliez ce que je vous ai dit. En fait, il y a encore très peu de temps, il marquait USD et EUR. Mais il ne mettait pas USDC. Et maintenant, il précise USDC. Bon, bah, j'ai rien dit. On peut décommander mon explication du coup. Mais ouais, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que visiblement, ils voulaient essayer de cacher le côté stablecoin USD, mais non, ils essaient pas de le cacher. Donc, pour revenir à cette explication-là, en gros, je pense qu'ils vont pousser des réglementations pour pousser les exchanges qui touchent des clients européens à mettre des paires en euros partout et lister très peu de paires non euros. Donc éviter l'USDT, éviter l'USDC, etc. pour justement pousser les stablecoins euros parce qu'ils vont commencer à comprendre qu'ils sont en retard en fait. Ils vont commencer à comprendre qu'encore une fois, ils ont été extrêmement cons et que malheureusement, bah, les stablecoins, c'est l'avenir. C'est pas faute de leur avoir expliqué jusque-là. Hein. Mais voilà. Je pense que c'est ce qui va arriver tôt ou tard, mais encore une fois, très en retard. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de dire pas grand-chose, si ce n'est que les gens seront tellement habitués à utiliser des stablecoins en dollars qu'ils vont utiliser des plateformes décentralisées tout simplement. Voilà. En stablecoin, ok, en euro, ok, mais full fiat, non. Non, full fiat, je pense pas. Donc déjà, ils veulent s'attaquer à Circle et à Paxos, et ils se sont déjà attaqués à l'USDT. Donc on vous tiendra au courant, ce sujet-là. Mais moi, je m'attends effectivement à ce qu'ils forcent les exchanges à pousser les stablecoins euros. Ensuite, on a eu Hyperliquid qui a lancé sa collection NFT Hypure. Donc ça, c'était pour les OG d'Hyperliquid qui ont farmé au début de la plateforme. En gros, ils ont touché des NFT avec une valeur absolument aberrante. Je ne sais pas si vous avez suivi cette info, mais ils ont sorti 4600 NFT avec une valeur avoisinant les 70 000 $ au floor price. Il y a encore énormément de NFT qui sont listés à ce prix-là. Il reste encore du temps pour le live Freakonomics, t'inquiète pas. Il y a encore beaucoup de choses à se dire. Voilà, donc un joli cadeau. Hein. Un joli cadeau de plusieurs centaines de millions de dollars pour les OG Hyperliquid. Très peu qui ont été vendus, je crois. Il y a eu quelques ventes. Hein. Je n'ai pas regardé le total volume. Ouais, 3 millions de hype. Si, quand même, il y a eu un peu de volume, pardon. Mais c'est passé de main en main. Et pour ce qui est de l'utilité ces NFT, bah pour le moment, il n'y en a pas. C'est plutôt une collection souvenir. Par contre, il y a des projets d'écosystème Hyperliquid qui veulent offrir des avantages aux possesseurs de certains NFT. Donc peut-être que quand il va y avoir des projets sur Hyperliquid qui vont sortir, ils vont airdrop aux possesseurs de NFT. Peut-être qu'il va y avoir des réductions ou des bonus pour gagner des points pour des airdrops chez d'autres projets. Mais voilà, du côté d'Hyperliquid, pour le moment, il n'y a pas d'utilité officielle qui a été donnée. C'est plutôt pour flex. Ensuite, on a World Liberty Financial, qui est le projet DeFi de la famille Trump, qui a lancé un petit buyback sur les jetons. Donc, voilà, on parle vraiment, je crois, de 800 000 $ de buyback qui ont été effectués et de burn. Et au niveau de l'impact sur le prix, qu'on se le dise. Hein. Mais voilà, ça reste Trump, ça reste la crime season, donc on peut s'attendre à des nouveautés. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, sur la chaîne de Coin Academy, je vous ai fait une explication complète de comment je voyais l'écosystème de la famille Trump. Elle est juste ici, voilà. Analyse World Liberty Financial. La crypto de Trump la plus sérieuse. Ah, mais on commence à faire des vues, là, 6200 vues en un mois. Petit à petit, on est là. Hein. Encore une fois, si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. On vous fait des analyses fondamentales. Il y a les rediffusions de ces émissions. On a également sorti récemment une série de vidéos dédiées à la sécurité. Donc quand vous allez sur la chaîne de Coin Academy, vous avez les playlists de nos analyses fondamentales et vous avez la playlist formation sécuriser ses crypto-monnaies de plusieurs épisodes où je vous dis vraiment tout ce qu'il faut savoir
pour bien sécuriser ces crypto-monnaies avec différents épisodes. Vous pouvez les regarder dans le désordre, vous pouvez les regarder dans l'ordre, c'est vous qui voyez, mais je vous conseille quand même de les regarder dans l'ordre. Voilà. Et donc pour revenir à cette vidéo World Liberty Financial, bah en fait, pour faire très court, plusieurs choses. Déjà, d'une part, il y a le stablecoin USD1. Faire son petit bout de chemin, petit à petit, parce que il y a plein de gens qui vont vouloir sucer la bite de la famille Trump pour rentrer dans les petits papiers, donc ils vont essayer de faire du bise avec l'USD1. Première chose. Je suis un peu vulgaire dans les propos, mais qu'on se le dise, voilà. Ceux qui font de l'USD1, c'est surtout pour faire les beaux yeux à la famille Trump. En l'état, en tout cas. Ensuite, sur la plateforme World Liberty Financial, on nous laisse sous-entendre qu'il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver. Donc moi, je m'attends à voir un wallet, justement, qui sortira. Donc la fameuse WLFI app qu'on voit juste ici, et Lend and Borrow. Ben, je vous parlais de quoi tout à l'heure avec Plasma One? Je vous parlais de néobank de stablecoin. Bien, World Liberty Financial sera aussi une néobank de stablecoin. Donc attendez-vous à avoir une partie fiat, une partie stablecoin. Vous déposez vos dollars, vous déposez vos euros, c'est converti en stablecoin et ensuite vous chopez des rendements sur AAV et peut-être d'autres plateformes DeFi. Et très probablement justement sur une instance DeFi AAV de World Liberty Financial pour qu'ils puissent se faire du fric là aussi. Fric qui servirait potentiellement à buyback du token WLFI si ça prend bien. Donc forcément, tous ceux qui ont envie de faire les beaux yeux à la famille Trump vont jouer le jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'excitent un petit peu sur ce token WLFI parce qu'ils pensent que Trump va réussir son coup. Moi perso, je sais pas, mais comme Trump, ils arrivent toujours à s'en sortir un petit peu. De tous les projets qui ont été lancés par la famille Trump, ça reste de très loin le plus solide, clairement. Ensuite, on a Sui qui va lancer des stablecoins natifs à son écosystème en partenariat avec Ethena. Donc là, c'est pareil. Quand on va dans CoinGecko Stablecoin, on vous a parlé à plusieurs reprises des stablecoins de l'écosystème Ethena, à savoir l'USDE et l'USDTB. Donc l'USDE de Ethena, c'est un stablecoin synthétique, c'est-à-dire que c'est pas un stablecoin qui est backé par des vrais dollars ou des bons du trésor américain, c'est un stablecoin qui est backé par d'autres stablecoins et aussi des Ethers et des Ethers stakés. Et donc, c'est un stablecoin que vous pouvez staker à son tour pour avoir ce qu'on appelle des stakes USDE, qui est en fait un stablecoin nourri au rendement. C'est pour ça qu'on peut voir sa valeur augmenter dans le temps, et c'est justement les rendements d'Ethena qui sont réinjectés dans ce produit financier. Donc c'est un super stablecoin en fait. Là aussi, on est un petit peu sur le côté banque de stablecoin d'une certaine façon. Voilà, et du coup, donc ce fameux SUSDE, c'est un stablecoin synthétique émis par Ethena, et l'USDTB, eh bien lui, c'est un stablecoin qui est backé par des banques du trésor américain avec différents partenaires. Je n'ai plus les partenaires en tête, mais il y a voilà, Beedle de BlackRock et il y a d'autres boîtes. Et donc, Sui en fait va proposer la même chose, mais par rapport à son écosystème. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'USDE, vous aurez le Sui USDE. C'est la même chose. Et au lieu d'avoir l'USDTB, vous aurez l'USDI. Et ils vont essayer d'incentiver ces stablecoins-là pour leur écosystème. C'est pour le côté branding, mais en fait, se pose la question, pourquoi j'irais sur un stablecoin de Sui alors que je peux avoir le stablecoin Ethena qui a beaucoup plus de marché? Tu penses quoi de Ethena d'ailleurs? Écoutez, c'est un des projets les plus innovants du marché, Ethena. Pareil, ça faisait très peur au début parce qu'on se disait, tant que le marché est haussier, ça va, mais quand le marché baisse, c'est pas terrible. Mais là, ils sont en train de bien se sécuriser puisque en plus du stablecoin synthétique, ils ont le stablecoin USDTB qui peut servir en fait de filet de sécurité au cas où le stablecoin synthétique part en sucette. Il ne faut juste pas que le stablecoin synthétique part en sucette trop fort, trop vite, parce qu'on est quand même à 15 milliards de FDV. Souvenez-vous, à 20 milliards de FDV sur le Terra Luna, ça s'était pété la gueule. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec Terra Luna. Le sous-jacent, il est réel. Il y a des vrais revenus qui sont générés, c'est beaucoup plus sérieux, etc. Mais on est en crypto. Donc, le risque zéro n'existe pas. Voilà, donc moi, j'ai plutôt confiance en Ethena, mais quand on me posait la question plutôt dans cette émission, du coup, tu fais pas travailler tes stablecoins, ça me fait peur un peu quand même. Mais c'est toujours pareil, si tu veux gagner du fric, il faut prendre des risques. C'est juste que quitte à prendre des risques, je préfère prendre des risques pour 20 ou 30% plutôt que 10% à l'année. Mais ça, c'est mon biais de con. Voilà. Et as-tu Dior sur Stable? J'ai vu effectivement le projet Stable avec un des cofondateurs de Tether. Mais comme c'est lié à l'écosystème Binance, je suis un petit peu mitigé, surtout avec une FDV qui est déjà à 3 milliards. Et après, le fonctionnement de Stable, non, je maîtrise pas. Donc je vais pas faire genre, je vous avoue, je maîtrise pas. Et pour ce qui est du token ENA d'Ethena, on m'a posé la question ce que j'en pensais. Écoute, on sait qu'ils ont de la force acheteuse avec du buyback de l'ordre de 10 millions de dollars par jour si le prix est en dessous des 70 centimes. Si le prix est au-dessus si le prix est au-dessus des 70 centimes, ils ont en force acheteuse 5 millions de dollars.
Donc ça permet d'avoir un espèce de floor synthétique autour des 70 centimes de dollars. À côté de ça, il y a un fee switch qui devrait s'activer là aussi. Donc s'il continue de faire des revenus, ça peut être intéressant. Hein. Franchement, ça peut être intéressant. Ça fait partie de ces projets avec Hyperliquid qui risquent de tenir vachement dans le temps. Surtout ici, ils font plein de partenariats avec tout le monde, avec du SUI, avec du Solana, etc. Là, on l'avait vu avec SUI. Il n'est pas impossible qu'Ethena nous fasse un partenariat avec Solana et qu'on voit des stablecoins synthétiques et compagnie sur Solana. Et toujours par rapport à SUI, eux aussi rentrent dans le game des trésoreries en SUI. Tu as une boîte qui s'appelle SUI Group Holding Limited qui va buyback progressivement du SUI. A récemment rebrandé, accumulé 100 millions de tokens SUI, estimé une valeur de 332 millions de dollars. Voilà, bon ça on en a déjà parlé, le fondateur de Plasma nie toute vente de tokens de Plasma, donc je vais pas revenir dessus. Et puis voilà pour les actualités. Et maintenant on va se concentrer un petit peu sur la partie fonda parce que j'ai pas mal de notes. Voilà, pour revenir donc sur Token 2049, qui était la conférence à Singapour. Alors, vous n'aurez pas tous les mêmes sons de cloche. Nous, en tant que Coin Academy, on avait vraiment kiffé le token Singapour de l'an dernier parce qu'il y avait de tout. En B2B, il y avait plein de projets. Il y avait des Layer 1, il y avait des Layer 2, il y avait des protocoles DeFi, il y avait plein de trucs. Là, ce token 2049, j'avais l'impression qu'il n'y avait que des exchanges et des produits autour des stablecoins. Et il y avait un petit peu de produits BTCFi aussi. Hein. Il y avait CoreDAO et comment ça s'appelle. Mais voilà. Ça nous a beaucoup moins intéressé, nous. C'était pareil à Token 2049 à Dubaï. Mais ça s'explique aussi parce que tu as plein de projets en fait qui n'ont jamais fait de revenus. Donc les fonds qu'ils ont levés, ça leur a permis de faire des conférences. Et puis maintenant qu'ils ont mis la clé sous la porte, ils ne sont pas là l'année suivante. Donc forcément, ça fait beaucoup moins de projets. Donc il y avait vraiment beaucoup d'exchanges. Il faut penser à prendre des profits actuellement. Moi, je te conseille de commencer gentiment à prendre des profits. C'est ce que je fais personnellement. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais c'est vrai que... En fait, je ne serais pas surpris si on continue de monter très fort, très vite dans les prochaines semaines. Mais je serais encore moins surpris si on a un gros dip d'un coup. Mais genre un dip ultra violent où ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas mangé un gros dip. Parce que justement, l'euphorie, elle est en train d'arriver sur les marchés. Sur quelle base tu décides de prendre tes profits? Alors, personnellement, sur la base que je vois un Ether en ATH, je vois un BTC en ATH. Quand je vois ça, alors, le Tron Crypto, les copains du Tron qui nous tweetent la fameuse trendline sur Bitcoin. Vous voyez cette trendline? Historiquement, elle a très souvent marqué des tops. Et là, on la touche à nouveau. On l'avait déjà touché plutôt. On avait méché dessus, on a méché dessus, on a reméché dessus. Je suis pas dans le camp de on va percer la trendline, Bitcoin à 500 000 $. J'aimerais, ça me ferait très plaisir, mais franchement, je doute. Et pour ce qui est d'Ether, on mérite d'aller plus haut. On mérite d'aller beaucoup plus haut, d'aller à 6 000 $, mais pareil, faut pas oublier qu'il y a encore très peu de temps. Cette année, on était à 1005. Gentiment, prendre des profits. Moi, je serai toujours exposé au marché, mais au lieu d'être exposé à 100% ou 90%, je vais passer à 80, puis à 70, puis à 60, puis à 50, jusqu'à être exposé à 30% s'il le faut, si ça continue de monter. Mais je vais décaisser. Et après, on verra. Parce que des opportunités en crypto, il y en a tout le temps, et qu'en fait, si j'avais beaucoup plus de liquidité, j'aurais pu concentrer mes bets sur des trucs plus intéressants que de m'éparpiller sur 15 000 altcoins, que ce soit en spot ou en pré-sale. Tu penses qu'on peut aller chercher les 30K? Ça peut, hein. Franchement, ça peut. Surtout que la dominance baisse gentiment. Voilà. Ensuite, du coup, pourquoi penser à prendre des profits? Bon, comme je l'ai dit plus tôt, BTC ATH, ETH bientôt en ATH, Solana, etc. On peut effectivement avoir un gros leg up en découverte de prix, mais ça mange pas de pain de décaisser. En fait, mon discours, c'est quoi? C'est que quand on parle de prendre des profits dans la tête des gens, on parle toujours de tout vendre. Non, le propos, c'est pas... La trade-line BCC, c'est que tu as montré, elle n'a jamais été cassée, vu que les 2 points pour la tracer sont les 2 tops des 6 précédents. Bah oui. Mais justement, à chaque fois, ça marque un top, tu vois. Et après, tu peux la tracer comme tu veux. Il y en a qui la tracent sous forme de parabole, comme ça. Donc, pour reprendre ce que je disais ici. En fait, en crypto, faut arrêter de se dire, vas-y, je vends tout, vas-y, j'achète à 100%, vas-y, je all-in ci, je all-in ça, etc. T'es pas obligé d'être éparpillé dans 500 000 altcoins en même temps, mais tu peux te dire, bon, maintenant, je commence à passer en stablecoin. Avant, j'étais à 100% en BTC, ETH, Sol et d'autres conneries. Je peux passer
je peux passer tranquillement stablecoin. Voilà. Ensuite, beaucoup d'excitation sur les perp dex. Évidemment que ça va continuer pendant un certain temps, puisque justement le fait de rester dans cette logique crypto, décentralisation, pas de KYC, etc. Excusez-moi, je lisais le message dans le chat et je me suis perdu dans ce que je disais. Oui, voilà, le narratif perp dex, ça va continuer. Ça va continuer parce qu'en fait, à travers les cycles crypto, les exchanges ne meurent pas souvent. À part ceux qui ont vraiment fait de la merde et qui ont mis la clé sous la porte, mais les gros bonnets, les Binance, les Bitpanda, les Coinbase, les OKEx, les machins, ils font des sous, tu vois. Tu décaisses 50% capette en vrai, bah, si je pouvais, je l'aurais déjà fait. Parce que justement, je suis beaucoup bloqué dans des pré-sales et des trucs comme ça aujourd'hui, tu vois. Parce que j'y suis allé très 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 fort sur les pré-sales, trop. Et que quand j'ai voulu, venir à Dubaï, tu vois, j'ai dû décaisser un tout petit peu. Et du coup, ça a fait que je suis trop bloqué dans des pré-sales, des trucs comme ça. Donc maintenant, dès que je peux décaisser, tout ce qui est en train d'être investé, je décaisse. Et je garde en stablecoin. Mais parce que j'ai été très très con avant. J'ai toujours été beaucoup trop exposé. De toute façon, je vous l'ai toujours dit. Je suis en all-in, j'y crois à fond, machin. Aujourd'hui, j'y crois toujours en crypto, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Le problème, les altcoins, ça a énormément payé en 2017, ça a énormément payé en 2021. Aujourd'hui, tu peux pas être placé sur plein d'altcoins, sur plein de narratifs et voir tout péter. On voit bien que ce qui pète actuellement, c'est les pompes afriques. C'est les exchanges, c'est ceux qui arrivent à gaver au niveau d'airdrop, les perpdex, etc. Donc, je préfère me concentrer sur des trucs où j'ai confiance, c'est-à-dire BTC, ETH, Sol, Hype. Et pour le reste, bien faire mes devoirs sur des bêtes bien spécifiques et jouer les plays à court terme. Et quand je dis à court terme, c'est quelques semaines ou quelques jours et ciao. Donc j'ai vendu de l'Ether autour de 4004 il y a un petit moment. J'ai toujours des Ethers. Du Solana, j'en ai presque plus. Du Hype, j'en ai un petit peu. Et après, tout ce qui est vesté, je décaisse dès que je peux décaisser. Où est-ce qu'on peut trader des BTC on-chain? Bah, Hyperliquid. Hein. Hyperliquid, ils ont un marché spot natif. Hein. Simple, regarde, tu vas sur Hyperliquid, tu vas dans Spot. Et je sais que BTC, ETH, Sol, t'as un spot natif. Et après, si t'as pas confiance, même si ça va, mais si t'as vraiment pas confiance, après, tu peux withdraw sur une adresse à toi. Ce qui change, c'est ton statut de vie aussi. C'est normal. Et l'expérience, tu vois. Et l'expérience. Parce que, qu'on se le dise, je suis assez loin de mon ATH Wallet de 2021. Et en fait, mon ATH Wallet de 2021, pareil, j'avais des jetons dans des ICO, j'étais dans plein d'altcoins, etc. Donc dans ma tête, tu sais, j'étais toujours en mode oui, mais je sors quand je veux, et je sortais pas. En fait, je vous en parle vraiment en toute humilité parce que je veux que ça vous soit utile. Voilà. Parce que Picsou est meilleur trader que moi, il a mieux géré son cycle que moi, il n'y a aucun souci. Mais je veux que vous ayez aussi un discours d'une personne qui a moins bien géré et qui vous dise les choses, comment elle aurait pu mieux gérer. Et moi, bah, comme un addictif à la clope, j'étais en mode j'arrête quand je veux, mais à chaque fois je revenais dedans et je redonne mes profits au marché. Tu vois, à rester exposé sur Solana, à rester exposé sur Ether, à rester exposé sur je ne sais combien d'altcoins de merde en me disant de toute façon il va y avoir un rebond, il faut pas se laisser avoir, il va y avoir un rebond et puis t'as pas de rebond, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas de souci à prendre beaucoup plus de temps pour moi et voir tranquillement mon portfolio monter plutôt que faire des grands yo-yo en fonction des tendances. Parce qu'en fait, tu vois, quand ça monte, tu sais pas trop d'où ça part justement du marché qui sait que ça, etc. Et quand ça descend très fort, tu sais pas trop d'où ça part aussi. Guerre en Ukraine, Covid, la prochaine fois ça va être quoi? Ça va être une autre guerre, on sait pas, tu vois. Et quand ça tombe sec. Et ça te laisse pas trop le temps de sortir des fois. Donc vaut mieux commencer à se protéger. ATH Wallet, bah, ceux qui font des ATH Wallet parce qu'ils se sont gavés en airdrop, GG à vous les gars. Moi, j'ai moins bien géré mon cycle, clairement. Mais parce que trop exposé à des altcoins pas très intéressants. Et c'est pour ça que quand vous me posiez des questions pendant des mois, machin, je vous disais pas tous mes bags, etc. Parce que je voulais pas que ça vous incite à forcément faire la même chose que moi. Je voulais jouer la carte de la discrétion. Et j'ai bien fait parce que je voulais pas vous envoyer au casse-pied. Voilà. Pour le rendement en stable, c'est quoi tes protocoles préférés? Bah moi j'en fais pas, mais si j'en faisais, je pense je jouerais la sécurité avec AAV ou j'irais jouer un petit peu sur le SUSDE d'Ethena. Ou alors les volts sur les exchanges aussi, tu peux voir, soit Paradex, Lighter, etc. Tu as des volts aussi qui sont assez juicy. Voilà. Bon, là tu es à 7%, mais il n'y a encore pas si longtemps tu avais un impair qui était beaucoup plus appétissant. Et voilà. Former les airdrops en bear market et garder spot en ball plus. T'as Liminal aussi, tout à fait. T'as Liminal. Merkel, je connais pas. Quoi d'autre? Voilà, donc d'autres trucs qui me donnent envie de décaisser tranquillement. Il y a un autre truc, hein, j'en profite pendant qu'on n'est pas là. Picsou, ça fait des mois qu'il nous dit qu'il décaisse progressivement. Ça ne l'empêche pas quand il y a une opportunité de rentrer. Vous l'avez vu, hein, il est rentré sur Aster. Je ne sais pas s'il est rentré sur Plasma ou Double Zero, je ne crois pas. Mais voilà, il a fait
Il a fait des profits sur Aster. Pourquoi rester constamment exposé au marché alors que potentiellement tu peux juste et sauter sur des plays court terme qui peuvent être intéressants, type Aster ou alors en bourse, tu vois. Il nous avait tweeté LVMH, l'action, elle s'est pété la gueule un bon moment. Là, je sais que LVMH, il s'est positionné dessus. Pareil, côté boîte tech, pendant le dip, tu vois, tu avais Nvidia qui était tombé à 120 $, même moins, on était tombé à 100 $. Pareil, tu avais un dip qui pouvait être intéressant sur Nvidia. Alors Intel, c'était un petit peu plus ballsy. Intel, ça faisait depuis la nuit des temps qu'il faisait que fondre. Et là, tu as Nvidia qui a annoncé investir 5 milliards de dollars dans la boîte. Hop, on est quasiment en x2 depuis le bottom. Et annonce d'aujourd'hui, un partenariat entre AMD et OpenAI. Bah, l'action de AMD, tu vois, elle a pris 25%. Donc même en finance traditionnelle, tu as des opportunités en fait. Et là, on parle de boîtes qui ont des dizaines de milliers d'employés, qui font des revenus et ce genre de choses. Donc des opportunités, il y en a plein. Donc voilà. Si en fait les altcoins c'était la pluie des x10 comme c'était le cas sur les cycles précédents, bon, ça se discute. Mais aujourd'hui en fait tu peux avoir les mêmes profits en finance traditionnelle qu'en crypto. Donc du coup se pose la question de pourquoi pas se diversifier avec la finance traditionnelle. Dans la crypto depuis 2017, j'ai eu les mêmes problèmes que toi, trop attaché à certains bags, mais les airdrops m'ont beaucoup aidé. Merci Paraswap, SPK, Strat. Voilà, bah écoute, bienvenue au club. Hein. Le plus important, c'est d'être en profit. Moi, par rapport au fric que j'ai mis en crypto, je suis toujours en profit. C'est juste que le manque à gagner par rapport à mon top de wallet, il est énorme. Mais parce que des fois, tu sens le marché et des fois, tu le sens pas. Et moi, clairement, le fait d'avoir toujours été en retrait sur les perpdex, de ne pas avoir... En fait, je ne fais pas de dérivés. Donc moi, si vous voyez, hyper liquide, j'ai compris le produit, j'ai compris que c'était bien, mais j'utilisais pas le produit. Donc j'arrivais pas à me dire, bon, ok, le token banger, parce que lié à un produit banger, parce que le produit, je ne l'utilise pas. C'est pareil, la défi, je n'en fais pas. Donc comme je ne fais pas de DeFi, j'ai du mal à me projeter dans des projets DeFi. L'infra, ça me parle beaucoup plus. Parce que l'infra, ça sert au paiement, au micro-paiement. J'ai travaillé dans le paiement, donc forcément, ça me parle beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça. Après, un TradeFi, on se ferait niquer par la fiscalité. Bah, après, c'est flat tax en France. Hein. Le narratif Pokémon Reward Asset, c'est rigolo, c'est bien. Mais le problème de ce narratif-là, c'est qu'en fait, c'est un marché qui est très peu liquide et qui pourra jamais être ultra valorisé parce que tu vas pas avoir des milliards et des milliards de dollars d'acheteurs sur des cartes Pokémon. Tu vois. Donc, pour ceux qui veulent comprendre de quoi on parle, quand tu tapes revenu d'Ifaliama, tu peux avoir les protocoles qui font des revenus. Et quand tu scrolles un petit peu, tu as des projets sur ce narratif-là, tu en as deux. Je regardais ça tout à l'heure avant les... où sont-ils? C'est Cards. Comment ça se fait que je les retrouve plus alors que tout à l'heure je les avais? Tu as deux protocoles qui font 1 ou 2 millions à l'année, je crois, de revenus avec des cartes Pokémon. Mais voilà, les cartes Pokémon, ça va pas être des liquidités de fou malade. Dire que le top de wallet était en mars 2024, c'est ça qui était fou. Ouais, moi aussi. Mais même en début 2025, hein, j'avais un wallet beaucoup plus sexy parce que justement, voilà, regarde, je suis rentré en pré-sale. Hein. Je peux vous dire que quand le prix il était là, j'étais comme ça, hein, les gars. Ouais, mais je pouvais pas vendre quoi. Je pouvais pas vendre. Et le problème, c'est que ce hedger, déjà, faut avoir ce qu'il faut en stablecoin en face. Et puis, bah, si le jeton il fait x2, bah, tu te fais liquider, tu vois. Donc le truc, c'est que pareil, comme j'ai jamais fait de dérivé, je suis pas passé à l'action sur le hedging et j'aurais dû. Si c'était à refaire, j'aurais dû mettre quelques milliers de dollars, quelques dizaines de milliers de dollars même pour me hedger. Voilà. Trop exposé, donc pas quelques dizaines de milliers de dollars en stablecoin, donc difficile de se hedger. C'est pour ça que c'est bien d'avoir du stablecoin pour se hedger, parce que des fois, tu peux te retrouver dans des situations où t'as un bag où t'es vesté qui pète et t'as pas de quoi te hedger, quoi. Es-tu sur Starknet? Ouais, j'ai toujours mon Stark, hein. Toujours mon bon vieux Stark qui a fondu comme le sucre, qui se reprend mais qui est toujours en dessous des 20 centimes. Hein. Voilà. Quand il reviendra à 1 $, on parlera, mais pour le moment, il y a de la marge. Mais ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand même. Combien de temps ça va durer, ce jeu des chaises musicales? Je ne sais pas. Vous aimez un petit peu ce format d'émission où on parle un peu plus librement Déjà, Picsou n'est pas là, donc du coup, on s'interrompt pas. C'est un peu plus facile. Un avis sur Atom? Moi, Atom, je peux plus. Atom, je peux plus. En fait, le truc, c'est que le game de l'interopérabilité, ça devient moins un sujet exclusif à Atom parce que, en fait, t'as tellement de bridges maintenant, des layers 0, des wormholes, etc., que Atom perd son intérêt. Et en plus de ça, comme il n'est pas ultra capitalisé, bah, la sécurité économique de Cosmos, elle ne fait pas bander. Tu vois, même par rapport à Eigenlayer, regarde, tu as 2 milliards de FDV sur Cosmos, tu as combien de FDV sur Eigenlayer? Voilà, tu as 3,5 milliards. Peu cachos sans impôt si tu bourreaux. Paraît-il, ouais. Paraît-il. Toujours mieux.
Mais ça, je l'ai dit à voix haute, les gars, mais en vrai, je n'ai jamais fait et j'ai pas d'expertise fiscale sur le sujet. Et si l'AMF m'écoute, je ne vous invite à rien du tout. Je n'y connais rien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, t'as Orderly qui a bien pété là. Alors, Orderly, ils ont sorti un produit qui est un énorme banger qui s'appelle Orderly One, où en fait, n'importe qui peut lancer son perpdex en quelques minutes en marque blanche. Et les liquidités du perpdex est mélangée avec celle de tout l'écosystème Orderly. Merci pour le sub, Despo. Du coup, ça fait que Orderly commence à avoir un petit peu de volume. Et surtout, bah, un influenceur peut lancer son perpdex. Une boîte peut lancer son perpdex. Donc, t'en as plein qui l'ont fait. Alors, je vais pas donner les dons parce que il y a eu des trucs un peu drôles qui sont sortis. Mais t'en as un notamment qui a explosé là récemment qui s'appelle Aden. En gros, c'est un influenceur coréen qui a lancé son perpdex et ils font des volumes de malade, vraiment de malade. Donc du coup, bah, les gens se sont rués sur le jeton. Donc très intéressant ce qu'ils ont sorti Orderly pour le coup. Voilà. En fait, Peak, pourquoi ils ont eu un pump récent, c'est par rapport au narratif de la robotique. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont excités sur le narratif intelligence artificielle, vous le savez. Et Nvidia parle de plus en plus du narratif lié à la robotique, parce qu'on pense qu'il y a de plus en plus de robots qui vont remplacer certains métiers, ou qui vont rendre les métiers moins pénibles. Donc l'idée, c'est de spéculer sur le fait que tu aies des robots qui seraient connectés à des wallets, avec des smart contracts, qui puissent communiquer entre eux, bref, d'automatiser tout ça. Et Pink s'impose un peu comme leader de ce narratif actuellement. En tout cas, un des leaders, que leur blockchain, elle est pensée pour ça. Et en plus de ça, je crois qu'ils font des partenariats avec les Émirats Arabes Unis, justement, pour bosser sur des projets comme celui-là. Alors le truc, c'est pareil, c'est que, je vous le dis, hein, Pink, on bosse avec eux, je suis investi dessus, mais j'ai pas envie de vous mitonner. Le narratif est extrêmement sexy, la vision est extrêmement sexy, mais dans le réel, qui utilise? Personne, tu vois. Actuellement, personne. T'as pas plus d'activité on-chain que ça, etc. Donc là, c'est vraiment spéculer sur le fait que ça pourrait prendre plus que sur le fait que ça a déjà pris. Tu vois, face à un nombre incalculable de projets qui font des sous, qui ont de l'effet de réseau, etc. Pix, c'est plutôt un pari sur l'avenir, si avenir il y a. Et j'ai pas encore vu la vidéo de Victor Crypto sur la robotique, effectivement. J'ai vu qu'il avait sorti une vidéo sur le sujet, mais je ne l'ai pas vu en plus. Donc big up à Victor sur ce sujet-là. La robotique, la prochaine opportunité. À 10 000 vues, hein, le cousin. On commence à faire du vu en crypto, là, mine de rien. Moi, ce qui m'a choqué, les gars, alors forcément, je suis biaisé. Je vis à Dubaï, je revenais de Singapour. Donc forcément, le truc est un petit peu abusé. Mais je vous jure, j'ai pris l'avion pour rentrer de Singapour à Dubaï. De l'aéroport, enfin, l'avion, il n'y avait que des gens de la crypto. Mais quand je vous dis il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. Tu n'avais que des gens avec du merch crypto, le PC portable ouvert, tu voyais des leaderboards DYDX, des protocoles DeFi et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On est passé d'un truc où tu es dans les cryptos, on te prend pour un scammer, ou on sait pas trop, t'es un peu le mec chelou qu'on n'invite pas, tu vois, à the place to be, tu vois, the place to be. Je pense que l'avion était multimilliardaire, honnêtement. Mais pas que avec des gens de crypto, parce qu'en général, quand tu fais des Singapour, Bahreïn, des Bahreïn, Dubaï, voilà. Donc ça prend, quand même, mine de rien, les cryptos, ça prend. Et puis forcément, entre BlackRock, la famille Trump, les stablecoins, la réglementation, que ce soit aux États-Unis et en Europe, parce que ça commence à envoyer fort, hein, niveau réglementation en Europe, avec justement le spot margin sur Bitpanda, sur Kraken, sur OKEx, etc. Ça commence à bien prendre. Ensuite, comme je le disais, un méga ETH, on risque d'avoir la blockchain qui se lance bientôt. Pour le jeton, c'est moins sûr. Mais si la blockchain se lance bientôt, voilà. Quand je vous parlais de paris court terme, c'est un truc que je faisais pas assez avant. Mais si tu as envie de faire joujou avec des shitcoins, dès que tu as une chaîne comme ça qui se lance, tu regardes les protocoles DeFi. Tu regardes les meme coins, tu essaies de suivre les comptes qui sont dans les tranchées à longueur de journée. Tu vas mollo sur le capital parce que potentiellement tu fais x10 ou potentiellement ça va à 0. Hein. Mais il peut se passer des trucs de fou. Je vous montre par exemple Lady. Attends, non, je vais pas le retrouver. Bon, c'est pas grave. En gros, j'avais trouvé un block explorer, un explorer. Ouais, j'ai dit shitcoin. Ah, mais clairement, faut appeler un chien, un chat. Un shitcoin, c'est un shitcoin, hein, Marius. Hein. Faut dire le sermos. En gros, t'as une chaîne qui se lance, t'as un meme coin, t'as un deuxième meme coin, t'as un troisième meme coin. Et les paris sur les meme coins, c'est vraiment des trucs de débile. Hein. Déjà, ça dure 48-72 heures max. Et en fait, les gens, ils vont essayer de regarder quel est le prénom du chien du founder, quelle est la mascotte du projet, quel meme ils ont pu faire à un moment donné, etc. Ils vont essayer de pousser le truc à outrance.
Ça va être un délire d'initié, hein, mais potentiellement, tu peux sentir le truc venir si tu passes ta journée sur Twitter. Voilà, donc après, il peut y avoir des multiples, mais il faut sortir vite. Faut sortir vite. Donc comme un grand casino, hein, comme un grand casino, mais c'est rigolo. C'est rigolo pour ceux qui aiment être dans les tranchées. Voilà. Ensuite, on a ce plug enfin avec Layer 0. Il était temps. Il était temps. En plus de ça, bientôt, on va avoir le marché spot sur Paradex. Donc, je pense qu'on va commencer à avoir des tokens sur l'écosystème Starknet. Il était temps, tu vois, Paradex. Vous pouvez voir que on a le spot. Il devrait arriver bientôt. D'ici quelques semaines, on m'a dit à Singapour. Mais bon, on me disait déjà cet été, donc on va voir. Vaut mieux que ça que tomber amoureux d'un token du top 50 qui se relèvera jamais. Ah, mais clairement. En fait, c'est ça qui est bien avec les meme coins, c'est que tu sais que tu es au casino, quoi. Au moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi. Il faut faire gaffe, quoi. Voilà. Ensuite, on a Bluefin. Va faire du buyback avec les revenus de son DEX. Donc, Bluefin, c'est un DEX sur Sui. Hein. Et en gros, tu as 25% des revenus trimestriels qui serviront à racheter du token Blue sur le marché ouvert. Voilà. Ensuite, tu as un rapport de A1 Research très complet sur l'écosystème des perp DEX. Et franchement, des big players, il y en a plein. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans le lot. Donc, tu as Bullet qui arrive sur Solana, latence ultra basse. Lighter qui est déjà sur Ethereum qui farm un truc de malade, latence ultra basse sans frais. Paradex évidemment, donc eux qui sont très compétitifs sur le spread et les fees pour essayer en fait de proposer des prix extrêmement pertinents. Apex qui est déjà là depuis un moment, bah en fait c'est l'écosystème DEX de Bybit. Voilà, donc là-dedans il y a ça. Il y en a que je connais pas, hein, donc c'est pour ça que j'en parle pas, genre Ibashi, machin, je connais pas. GRVT, à la base ils se lançaient sur zk-Sync, maintenant je sais plus où ils en sont, mais ça devrait arriver l'année prochaine fort. GTE qui arrive sur Mega ETH, pareil, latence ultra basse. Ils ont un système AMM, un système DEX Club, dérivé, etc. Donc ça risque de bien prendre. NitroDex, c'est sur RiseChain, je suis pas sûr que ça va être très intéressant. Bulk, ça arrive sur Solana aussi, latence ultra basse. Ethereal, il me semble que c'est le DEX d'Ethena, ça va être très stylé. Ambiance, ça va être un DEX sur Fogo. Fogo, c'est un hyper liquid like sur... Non, Ambient, c'est un hyper liquid like sur Fogo. Ça risque d'être très stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Pacifica, apparemment, qui fait un peu de bruit en ce moment sur Solana, mais je connais pas trop. Voilà. Ensuite, on a Drift, qui existe depuis un long moment. Donc eux, ils ont annoncé les builder codes aussi, comme sur Hyperliquid. Donc ça risque de prendre un petit peu. Ils sont énormément poussés par les VC de Solana. Et en plus de ça, ils vont intégrer Jitobam. Donc dans les grandes lignes, Jitobam, c'est une technologie qui va arriver sur Solana qui va permettre d'avoir une latence beaucoup plus basse que ce que permet Solana par défaut. Au lieu d'être limité par un temps de bloc de 400 millisecondes sur Solana, vous aurez en fait une latence de 20 à 30 millisecondes pour émettre des ordres, les cancels, etc. Et Drift intégrera ça dès que ce sera disponible d'ici la fin d'année, je pense. EdgeX, alors c'est un modèle hybride on-chain, off-chain qui est basé sur la tech StarkEx de Starknet. Et eux aussi, ils ont une latence extrêmement basse, donc ils ont énormément de volume. Extended, c'est des anciens de Revolut qui ont monté ça. Pareil, c'est un DEX perp qui va lancer aussi, je crois, un marché spot Starknet. Et tout ça, je connais pas. Monaco, ça va être aussi un DEX très pertinent qui sera lancé sur CNetwork. Donc eux, pareil, ils vont avoir un modèle hybride on-chain, off-chain pour avoir une latence extrêmement basse. Bref, des big players, il y en a plein. Et quand vous voulez voir un petit peu les volumes, vous pouvez aller sur Artemis ou sur DeFi Llama. Et dans les deux cas, vous allez pouvoir voir les big players. Non, j'ai pas zappé Aster, c'est que j'en ai parlé énormément au début d'émission en fait. J'ai envie de faire une fixette sur Aster. Surtout que c'est pas tellement décentralisé que ça, Aster. Par contre, en 2026, ils vont lancer leur blockchain. Ça ira mieux en 2026. Donc quand tu regardes un peu les volumes, ça charge. Pendant que ça charge, on va regarder différemment. Vous voyez Lighter, ça farm. Hein. Lighter, ça farm de malade. Voilà. EdgeX, ça farm de malade. Aden, c'est sur Orderly. Pacifica, sur Solana. Donc là, ça farm. Là, ça farm pour choper les airdrops comme des oufs. Même chose. Donc là, on peut voir les volumes d'Aster qui sont apparemment faux. Avec 100 milliards de volume sur les 3 derniers mois, je crois. Ou c'est sur le... Sur quelle période, ce volume? Et là, on voit last 24 hours. Ouais, voilà. Daily, non mais daily. 100 milliards de dollars de volume daily. C'est quand même 10 milliards de volume sur Lighter, 9,5 milliards sur Hyperliquid. Franchement, là, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, donc ça, j'en ai parlé plus tôt, mais je fais la répétition. Du coup, programme de buyback sur le DEX Apex de Bybit.
Donc 50% des revenus qui serviront à buyback et ça montera jusqu'à 90% des revenus dans le futur. Hyper Bitcoin, ça ne me parle pas. Non, ça ne me parle pas du tout. Pour ceux qui veulent voir un petit peu nos analyses, que ce soit sur Paradex, Lighter, GTE, on a ça sur le site de Coin Academy. Pour ce qui est des volumes de market share entre les DEX et les plateformes centralisées, et ben mine de rien, on est quasiment à 20% pour les DEX, extrêmement violent. Je m'intéresse à USD aussi, donc ça on va en parler dans une prochaine émission, mais dans les grandes lignes, l'idée c'est d'utiliser un peu cette logique Ethena de stablecoin synthétique pour financer des infrastructures hardware pour de l'IA notamment. Donc l'idée c'est d'utiliser cette logique Web3, revenus, etc. pour financer des projets. Ça peut être très stylé. Pour ce qui est de l'accumulation institutionnelle sur Ether, ça continue, toujours aussi violent. Voilà, 10% du supply d'Ether dans les ETF et dans les réserves stratégiques, avec bien entendu Bitmain qui arrache tout, qui possède 2,34% du supply de tous les Ethers dans le monde, ultra violent. Voilà. Ensuite, ouais, il y a eu une petite excitation sur un projet qui s'appelle Punk Strategy. En gros, l'idée, c'est de se faire une réserve stratégie de CryptoPunk. Donc, il y a eu un altcoin qui est sorti, c'est monté. Et là, il y a eu un moins 44%, puisque tu as un wallet qui a market sell des millions de dollars, et en fait, il a fait plonger le prix comme un cinglé. Non, pardon. Je crois que j'avais dit 4 millions de dollars, pardon, 2,55. Du côté de Solana, on se prépare à doubler l'espace de blocs, c'est-à-dire à rendre la blockchain tout simplement 2 fois plus rapide. Parce que les gens qui bossent chez Anza, qui est en fait la boîte qui développe le logiciel principal de Solana, donc le logiciel principal de Solana s'appelle Agave. Des fois, on vous parle de Jito, de FireDancer, mais bon. Agave, c'est le client principal pour faire tourner Solana. Et en fait, ils sont en train de bosser sur une refonte de la partie networking pour rendre le networking beaucoup plus puissant. Et du coup, grâce à ça, ils vont pouvoir rendre Solana beaucoup plus performant. Donc Solana va continuer de scale. Voilà. Pour ce qui est de Asterdex, on nous a promis du buyback plus tard, mais on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là, à ma connaissance. Il y aura des annonces plus tard. Buyback sur Ronin. Voilà, donc Ronin, le layer 1 dédié au gaming web 3. Alors, j'ai pas regardé le prix récemment. Est-ce que ça a eu la moindre implication sur le prix? Tout le monde s'en branle. Gaming web 3, j'ai envie de dire, les gens n'en ont rien à secouer en ce moment. Et voilà, du coup, pour les news. Voilà pour les news, voilà pour le fonda, les potes. Voilà. Donc, on reprend l'activité sur Coin Academy, maintenant que Alex est revenu de Singapour. Comme d'habitude, si vous voulez farmer des airdrops, n'hésitez pas à aller sur le site de Coin Academy, vous descendez un tout petit peu, vous avez les airdrops à venir, vous pouvez voir tous les farming d'airdrops en cours. On a beaucoup couvert l'écosystème Hyperliquid récemment, voilà, mais il y a aussi Terminal, il y a pas mal de trucs. Vous pouvez aussi taper Coin Academy sur Google pour vous y retrouver. Vous avez comme d'habitude nos formations gratuites pour apprendre à sécuriser vos cryptos, mieux comprendre Bitcoin, mieux comprendre Ethereum, débuter en crypto, tout ça vous pouvez vous y rendre, lire, tout est gratuit et ça vous permet d'apprendre si jamais vous découvrez les cryptos. Peut-être que parmi vous dans le chat il y a des gens qui découvrent des cryptos qui veulent s'y mettre, c'est l'occasion. J'insiste sur le caractère gratuit. J'ai rien à vous vendre ici, c'est juste que dans les contenus, parfois on place des partenaires, on vous le dit, mais vous pouvez tout lire, vous pouvez pratiquer et vous mettre au crypto dès aujourd'hui. Voilà. Pour ce qui est de YouTube, moi je vais vous sortir la vidéo avec Tisma, que j'avais fait il y a une dizaine de jours, où on parle de trading, etc. Elle est très technique, mais elle est vraiment stylée, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube si ce n'est pas encore fait, et bien entendu la chaîne de Coin Academy. Coin Academy, qu'est-ce qui s'est passé? Poursuivre les rediffusions masterclass, poursuivre les analyses fondamentales. Donc en analyse fondamentale récente, vous avez une vidéo sur PumpFun, vous avez Euphoria et Noise sur l'écosystème MegaETH, donc ça a été couvert par Egri, vous avez WLFI et vous avez Plasma. Et moi j'aimerais prochainement vous parler, je pense, de Double Zero, de vous parler de Paradex aussi, puisqu'on va bosser avec Paradex, que vous le sachiez. Puis je me suis noté deux trucs. D'ailleurs, si vous m'écoutez actuellement sur YouTube pour la rediffusion, dites-moi en commentaire, quel projet souhaiteriez-vous qu'on vous fasse en analyse complète? Quand je parle d'une analyse complète, c'est quoi le projet, c'est quoi le token, c'est quoi la tokenomics, qu'est-ce que je pense en tant qu'investisseur. Et moi, j'essaie de vous faire un format d'une quinzaine de minutes où je vous explique tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coin Academy. Merci beaucoup de m'avoir écouté. En tout cas, les gens sur Twitch, vous avez pu voir que j'avais bien la forme aujourd'hui. On reprend un petit peu en activité. Alors, je vous donne mon secret pour les intéressés qui en ce moment fatiguent un petit peu ou qui n'ont pas la forme ou quoi. Faites du cardio. Voilà, faites du cardio. Je suis sérieux quand je vous dis ça. En fait, tout simplement, moi, je fais régulièrement du sport, mais je faisais trop de poussage de fonte fort, donc beaucoup de force. Donc déjà, ça bousille le système nerveux. Et je faisais très peu de cardio.
Donc là, je me suis remis au vélo. Du vélo. Je fais du sauna aussi pour transpirer et évacuer les toxines. Je vous invite à faire du sauna une fois par semaine si vous pouvez vous le permettre. Ça fait vraiment du bien. Du coup, ça aère l'esprit et vous couplez ça avec des bonnes nuits de sommeil et vous êtes les rois du pétrole. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Cette émission se retrouve très vite sur la chaîne de Coin Academy, Capet Crypto et twitch.tv/CapetLevray. Ciao tout le monde.